On connaît tous l'expression signe noir, hein, pour parler d'un événement qui est totalement imprévisible et qui a des conséquences énormes. Oui, la théorie économique. C'est ça. Mais avant d'être une théorie, le signe noir, c'était juste un animal. Un animal que les Européens, au XVIIe siècle, pensaient littéralement impossible. Ah oui, pour eux, c'était un fait établi. Tous les signes sont blancs. Point final. Exactement. Jusqu'au jour où des explorateurs complètement stupéfaits en trouvaient un vrai, tout noir en Australie. Et c'est justement cet oiseau, le Sinus atratus, qui est au cœur de notre discussion aujourd'hui. On va retracer son parcours qui est quand même assez fou. Oui, de son origine en Australie jusqu'à son statut, disons, très controversé aujourd'hui en France. C'est ça. Alors, pour cette analyse, on s'est appuyé sur deux types de documents qui se complètent bien. D'un côté, on a un rapport académique, français très très dense, Oui, sur les espèces exotiques envahissantes dans le nord-est de la France. et il y a tout un focus sur notre signe. Et de l'autre, une discussion en ligne vraiment passionnante. Oui, entre amateurs de biologie évolutive qui essayent de percer le mystère de sa couleur. Et en croisant tout ça, on voit émerger trois grandes questions. Tout à fait. La première, c'est le mystère des origines. Pourquoi diable ce signe est-il noir? Ensuite, il y a le voyage. Comment un oiseau australien se retrouve à barboter dans un étang en Champagne-Ardenne. Et enfin, la question qui fâche un peu. Pourquoi est-ce qu'on le considère aujourd'hui comme une espèce envahissante, au point que les autorités cherchent des solutions pour le gérer? D'accord. Alors, commençons par le début. Avant même de parler de la France, il faut aller à la source, en Australie. La question, elle est simple, presque enfantine. Tous les signes qu'on connaît sont blancs. Pourquoi celui-ci, il fait exception? Et ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple, pas de réponse définitive. Les sources qu'on a, elles brassent plusieurs théories. D'accord? La première, c'est peut-être la plus déroutante, c'est le pur hasard. Attends, le hasard. Ça me paraît un peu facile comme explication, non? C'est un peu ça. L'idée, c'est d'imaginer une mutation génétique complètement aléatoire qui apparaît et qui donne des plumes noires. Ok. Normalement, un trait aussi visible, surtout s'il n'offre aucun avantage, il a de grandes chances de disparaître. Mais, Mais, mais imagine qu'à ce moment-là, la population subisse un effondrement brutal, une catastrophe, une épidémie. ce qu'on appelle un goulot d'étranglement génétique. Exactement. Et si, par un coup de dé, les quelques survivants sont justement ceux qui portent cette mutation noire, eh ben, la nouvelle population qui se reconstruit à partir d'eux sera majoritairement noire. Le trait est devenu dominant par accident. Je vois. C'est une réponse de statisticien, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant pour notre cerveau qui cherche toujours une raison, un but. C'est tout à fait ça. Ça laisse un peu sur sa faim. Et c'est pour ça que les autres théories sont si séduisantes. Elles partent du principe que non, ce n'est pas un hasard. Ah, Être noir, ça confère un avantage biologique. et cet avantage serait lié au pigment lui-même, à la mélanine? Précisément. La mélanine, ce n'est pas juste de la peinture. Elle est impliquée dans plein d'autres processus. La discussion en ligne donne des exemples très concrets. Comme quoi, par exemple? Chez certains hiboux, comme le moyen-duc, des études ont montré que les individus plus sombres, donc avec plus de mélanine, avaient une meilleure réponse immunitaire. D'accord. Donc être noir, c'est peut-être être plus costaud en quelque sorte. C'est une première piste. Et il y en a une autre encore plus parlante qui est liée au climat. Au climat? Oui. Sur une espèce d'hibou nord-américain, le petit duc maculé, on a observé que les individus au plumage sombre géraient mieux la chaleur. Ah d'accord. Mais à l'inverse, ils supportaient moins bien le froid. La mortalité était plus élevée pendant les hivers rigoureux. Mais ça colle parfaitement avec la répartition géographique. Comment ça? Le signe noir, il est en Australie, où les hivers sont doux. Et les signaux blancs, eux, on les trouve en Eurasie, en Amérique du Nord, dans des régions où les hivers peuvent être très froids. Exactement. Et ça amène à une hypothèse vraiment intéressante, presque contre-intuitive. C'est-à-dire? Et si la bonne question, ce n'était pas pourquoi devenir noir, mais plutôt pourquoi n'a-t-on plus besoin d'être blanc? Ah, on retourne le problème. C'est ça. Dans les climats froids, être blanc, c'est être un avantage crucial. Pour le camouflage dans la neige ou autre chose. Une pression de sélection forte pour rester blanc. Voilà. Et cette pression, elle aurait disparu sous le climat plus clément de l'Australie. La contrainte d'être blanc est levée, donc des mutations pour la couleur noire ont pu apparaître et se maintenir. C'est fascinant. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Le cygne à cou noir, lui, il vit en Amérique du Sud, un autre continent au climat plutôt doux. Et il y avait une dernière piste, non? Un avantage un peu plus intime? Oui, lié directement à la reproduction.
C'est une hypothèse qui vient d'études sur le pigeon sauvage. D'accord. Les chercheurs ont découvert que les formes les plus foncées avaient tendance à avoir des testicules plus gros. Et donc à se reproduire plus souvent. C'est ça. Donc on peut imaginer un scénario où les premiers cygnes noirs étaient peut-être plus résistants, mieux adaptés à la chaleur et un peu plus fertiles. Le combo gagnant. Mettez tout ça ensemble et vous avez une recette parfaite pour qu'un trait rare devienne la norme. C'est fou. Donc on a cet oiseau qui est le fruit d'une histoire évolutive complètement unique, et pourtant le rapport français, lui, il en parle comme d'un problème à gérer. Comment on passe de merveille de l'évolution à espèce envahissante? Le fossé semble immense. Et le pont qui relie les deux, c'est l'homme. Le rapport est sans appel là-dessus. Il n'est pas arrivé tout seul, j'imagine. Non, son introduction est entièrement liée à notre attrait pour l'exotisme, pour l'ornement. On l'a importé pour faire joli dans les parcs, en gros. Absolument. À partir du 19e siècle et pendant tout le 20e, posséder des animaux exotiques, c'était une marque de prestige. Et le cygne noir, avec son élégance, sa couleur, c'était une pièce de choix pour les zoos, les parcs et même les collections privées. Et j'imagine que les enclos n'étaient pas toujours hyper sécurisés. C'est le scénario classique. Quelques individus s'échappent, parfois ils sont même relâchés exprès. Le rapport indique que les toutes premières observations en liberté, dans le nord de la France, ça remonte à la fin des années 70. Ah oui, quand même. Au début, ce n'était pas alarmant. On voyait un oiseau ou deux, on se disait «Tiens, un échappé de captivité», et puis voilà. Sauf que ça ne s'est pas arrêté là. Le rapport montre bien que la situation a changé. On n'est plus sur quelques individus isolés. Non, il parle d'effectifs en augmentation constante, surtout dans le Bas-Rhin, les Vosges, la Champagne-Ardenne. On est passé d'évasion accidentelle à une vraie phase d'expansion. C'est ça. L'espèce s'installe, elle se reproduit, elle étend son territoire. Et c'est là que ça devient un problème. C'est le point de bascule, oui. L'oiseau change de statut. Il passe de curiosité échappée à préoccupation écologique. Mais attends, est-ce que c'est vraiment un si gros problème? On pourrait se dire que c'est juste un peu de biodiversité en plus, non? Ils sont magnifiques, ces oiseaux. Tu mets le doigt sur une question essentielle. Le problème, ce n'est jamais l'animal en lui-même. Dans son écosystème d'origine, en Australie, le cygne noir a sa place. Il est en équilibre avec son environnement. Voilà. Le problème, c'est son introduction dans un écosystème, le nôtre, qui n'est absolument pas préparé à l'accueillir. Les espèces locales n'ont jamais appris à vivre avec lui. Et concrètement, ça donne quoi? Quels sont les impacts listés dans le rapport? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est la concurrence directe. Le cygne noir est décrit comme très territorial, agressif. Ah oui, Oui, envers les autres oiseaux d'eau. Il peut chasser les espèces d'ici, comme notre cygne tuberculé, ou les foulques, des meilleurs sites pour nicher ou se nourrir. en gros, non seulement il n'est pas d'ici, mais en plus c'est un mauvais voisin qui pique la meilleure place. C'est une bonne analogie. Et au-delà de ça, il y a un risque d'hybridation avec le cygne tuberculé. Ça pourrait polluer le patrimoine génétique de notre espèce locale. Potentiellement, oui. Et puis, il y a l'impact sur l'habitat lui-même. C'est-à-dire, Ce sont de gros oiseaux et ils sont herbivores. Quand ils sont nombreux, ils provoquent un surpâturage de la végétation aquatique. il dévore tout. C'est ça. Et cette végétation, elle est cruciale pour tout l'écosystème. Leur piétinement sur les berges, ça accélère aussi l'érosion. D'accord. Et enfin, il y a l'impact chimique. L'accumulation de leur fiente dans les petits plans d'eau, ça provoque ce qu'on appelle l'eutrophisation. Ah oui, un excès de nutriments dans l'eau. Exactement. Et ça fait proliférer les algues, ça appauvrit l'eau en oxygène. En bref, ça dégrade la qualité de l'eau pour tout le monde. Vu comme ça, c'est effectivement plus grave qu'une simple question de voisinage. D'ailleurs, le rapport donne une note de risque, avec la méthode ISIEA. Et le cygne noir obtient un score de 11 sur 12. C'est énorme. C'est presque le maximum. Oui, ce score le classe sans aucune ambiguïté dans la catégorie fort risque. Et le rapport le désigne comme une haute priorité de gestion. C'est un signal très clair. Ça veut dire que l'inaction n'est plus une option. C'est exactement ça. Alors, que font les autorités? Face à un tel constat, que dit la réglementation? Alors l'objectif, ce n'est pas l'éradication. C'est souvent impossible une fois qu'une espèce est installée. Le but, c'est la régulation. Freiner l'expansion et limiter les impacts. C'est ça. Il y a déjà une première barrière légale, un arrêté de 2010 qui interdit formellement d'introduire le cygne noir dans la nature. Mais ça ne règle pas le problème des populations qui sont déjà là. Non. Et c'est pour ça qu'il faut des outils pour agir directement sur elles. Le rapport suggère une étape administrative importante, Laquelle? le classer comme espèce susceptible d'être classée nuisible. Ce statut, un peu barbare, est en fait un outil juridique qui permet d'autoriser et d'encadrer des opérations de régulation.
D'accord. Et en pratique, ça ressemble à quoi ces opérations? Les sources décrivent deux approches principales. La première, la plus directe, c'est le tir. Le tir, c'est une méthode de contrôle rapide, j'imagine. Oui, ça permet de réduire le nombre d'adultes rapidement. Mais c'est potentiellement mal perçu par le public, qui voit avant tout un bel oiseau. C'est sûr. Et c'est pourquoi une autre méthode, plus douce, est aussi mise en avant. Laquelle? La stérilisation des œufs. L'idée, c'est d'empêcher le renouvellement des générations sans toucher aux adultes. Et comment ça marche concrètement? On enlève les œufs du nid? Au moins un œuf intact dans le nid. Ah, c'est malin. Et pourquoi laisser un œuf? Pour tromper la femelle. Si elle revient et que son nid est vide, son instinct va la pousser à faire une autre ponte ailleurs. Une ponte de remplacement. C'est ça. En lui laissant un œuf, même s'il n'est pas viable, on la leurre. Elle va continuer à couver, persuadée que tout va bien, et elle va passer toute sa saison de reproduction sur un nid qui ne donnera rien, ou presque. On l'occupe en quelque sorte. C'est une technique qui a fait ses preuves. Oui, le rapport précise qu'elle est déjà utilisée par l'ONCF pour réguler les populations de notre propre cygne tuberculé en Moselle quand elles deviennent trop denses. Donc ce n'est pas une expérimentation. Non, c'est une méthode maîtrisée. Si on fait le bilan, le parcours de cet oiseau est incroyable. On part d'une bizarrerie de l'évolution en Australie, un oiseau dont la couleur noire est peut-être la clé de son succès, Oui. et on arrive à cette même espèce qui, déplacée par l'homme pour son plaisir esthétique, devient un vrai casse-tête écologique en France. Un casse-tête qui nécessite une gestion fine entre tir et stérilisation d'œufs. C'est ça. Tu as parfaitement résumé la dualité du problème. L'histoire du cygne noir, c'est une illustration parfaite de la complexité de notre relation avec la nature. Notre fascination pour l'exotisme? Exactement. Une intention qui semble positive au départ, admirons ce bel oiseau, et qui déclenche des conséquences en cascade totalement imprévues et potentiellement irréversibles pour nos écosystèmes. C'est l'effet papillon de la mondialisation biologique. Et ce décalage entre l'intention et la conséquence, c'est ce qui est frappant. Absolument. Et pour conclure, il y a un détail dans une des sources qui donne le vertige. Ah oui, hein? On y apprend que dans son Australie natale, le cygne noir est extrêmement grégaire. Il peut former des rassemblements de dizaines de milliers d'individus sur un même lac. Des dizaines de milliers, Oui. En France, on en est très loin, on parle de quelques centaines d'oiseaux tout au plus. heureusement. Mais la question se pose, que se passerait-il si cet oiseau, avec sa robustesse évolutive, réussissait à s'établir aussi massivement ici qu'en Australie? Quelle nouvelle pression est-ce que ça exercerait sur nos zones humides, qui sont déjà si fragiles? Et serions-nous seulement préparés à affronter un tel événement cygne noir, au sens le plus littéral du terme?